Comme vous le savez, le chien est l'ami de l'homme. Dans notre histoire d'aujourd'hui, les chiens, victimes d'actes criminels, sont devenus les meilleurs amis, non pas de leurs propriétaires, mais des enquêteurs à la recherche des auteurs d'une exécution sanglante. Palm Beach en Floride, aux États-Unis, est un paradis où vivent des gens très riches. Il existe un grand nombre de manoirs et de quartiers riches entiers, mais non loin d'eux se trouvent des bidonvilles où les gens luttent pour survivre. Il y a ici un taux de criminalité très élevé. Compte tenu de la taille de la ville, le nombre de crimes augmente quel qu'en soit le motif et le but. Cathy et Jeffrey Lem vivaient dans un quartier aisé de Palm Beach. Cathy a eu une enfance difficile. Très jeune, les parents de la jeune fille ont divorcé et elle est restée vivre avec son père. Durant son adolescence, elle a eu une belle-mère. Les changements ont été assez traumatisants, elle souffrait d'un excès de poids, car elle était légèrement plus grande que ses pères. Heureusement, sa belle-mère s'est révélée être une femme gentille. Remarquant les complexes de l'adolescente, elle soutint Cathy. Peu à peu, l'écolière a pris confiance en elle, a commencé à faire du sport et a même perdu un peu de poids. Cathy était incroyablement intelligente et gentille. Ces qualités ont permis à l'héroïne de l'histoire de se faire des amis au lycée. Elle était active, joyeuse et il semblait que tous les problèmes avaient disparu. Dans son groupe d'amis se trouvait Jeffrey Lem. Ils se sont rencontrés quand il avait 17 ans et elle 16 ans. Les adolescents ont ressenti une connexion presque immédiatement. Ils ont commencé à construire une relation qui s'est poursuivie après l'obtention de leur diplôme. 2 années se sont écoulées lorsqu'ils se sont mariés en secret avec leur famille. Cela a été une grande surprise pour tout le monde. Plus tard, lorsque leurs parents l'ont découvert, ils n'ont pas approuvé. Les proches pensaient que les amants étaient encore trop jeunes pour de telles décisions, mais cela n'avait aucun sens de se disputer, le couple n'avait pas l'intention de se séparer sous la pression de leur famille. Les Lem ont immédiatement commencé à travailler et à construire leur bien-être. Les parents se sont donc vite calmés. Il semblait que les jeunes mariés avaient un grand avenir. À cette époque, ils étaient encore trop jeunes et, dès le début, le couple fut confronté à un manque de moyens financiers. Cependant, Jeffrey et Cathy étaient déterminés à surmonter toutes les difficultés ensemble. Le gars a travaillé dur dans un parking local de saisie de voitures et sa femme a commencé à travailler comme pharmacienne dans une pharmacie. Elle a reçu une éducation appropriée et envisageait de se développer dans ce domaine. En fait, dans ce couple, la fille a fait preuve encore plus d'initiative en matière de carrière que son mari. Pendant plusieurs années, Jeff est resté chauffeur de dépanneuse et, en un an, sa femme est devenue une pharmacienne de premier plan. Quelques années plus tard, on lui propose de devenir planificatrice de district pour la distribution de médicaments aux pharmacies. Bien sûr, la jeune et ambitieuse fille a accepté. Ils se sont finalement remis sur pied et ont pu s'offrir la maison de leurs rêves. Ils vécurent donc heureux pendant 12 ans, jusqu'à ce qu'une terrible tragédie se produise dans leur maison. Le 15 juin 2004, Jeffrey est revenu du travail vers 19 h. Il allait inviter sa femme à un rendez-vous dans un restaurant. Dès le seuil de la porte, il remarqua qu'il y avait du sang partout dans le couloir. Cela coulait littéralement le long des murs. Il y avait tellement de traces effrayantes d'éclaboussures de sang et de fragments de cerveau que l'homme tomba dans une véritable panique. Lorsqu'il a appelé le 911, il ne pouvait presque rien dire. Il lui a fallu des efforts pour arrêter de pleurer. Après cela, l'opératrice s'est rendue compte que c'était un homme qui appelait, même si avant cela, les cris ressemblaient aux cris d'une femme. Après avoir rassemblé tous ses efforts, Geoffrey, effrayé, a décrit sa maison, qui ressemblait désormais au décor d'un film d'horreur. Sur un mur au bout du couloir, il y avait une large traînée de sang, comme s'il avait été éclaboussé. Au contraire, à 1,5 m de là, les mêmes éclaboussures se retrouvaient sur le mur opposé. Ils descendirent les escaliers menant au 2e étage. Ci-dessus, au centre de ce carnage, gisait Cathy, 30 ans, qui ne montrait aucun signe de vie. Par téléphone, l'opératrice a tenté de conseiller l'homme afin qu'il puisse prodiguer les premiers soins à son épouse. Cependant, Cathy a été si grièvement blessée qu'on n'a rien pu faire. Les policiers qui sont arrivés ont été choqués par ce qu'ils ont vu, c'était l'une des scènes les plus sanglantes de toute leur activité. Le corps de la victime a reçu plusieurs coups violents à la tête avec un objet lourd. Son crâne et son visage étaient tellement brisés qu'ils ressemblaient à de la bouillie. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée sur les lieux du crime. Cependant, après une analyse minutieuse en laboratoire,
il a été possible d'établir qu'il s'agissait d'un objet écrasant lourd et allongé, au bout duquel se trouvait une buse hexagonale ou quelque chose de similaire. Jeffrey a déclaré qu'il avait essayé d'appeler sa femme à plusieurs reprises depuis 17 heures mais qu'il n'avait jamais reçu de réponse, ce qu'il trouvait étrange. L'homme s'est donc dépêché de rentrer chez lui pour fixer un rendez-vous avec sa femme. En fait, Cathy n'était pas seule à être touchée. Le couple vivait dans la maison avec 3 chiens, le chien de Jeff et les 2 chiens de la femme. C'étaient tous de gros animaux. Cependant, les animaux des 2 victimes ont été retrouvés grièvement battus. Ils gisaient sur le sol non loin du propriétaire décédé et ont également été frappés avec un objet similaire, ils ont été frappés à la tête. Les chiens étaient à peine vivants. Les blessures qui en ont résulté ont été si graves que les animaux ont dû être euthanasiés pour mettre fin à leur souffrance. Étonnamment, Jeff le chien a été retrouvé intact, il était enfermé dans la chambre principale. Du sang a été trouvé sur les pattes et le visage des 3 animaux. La police pensait qu'il ne s'agissait pas de sang animal. Il s'agissait probablement d'un reste du combat de Cathy avec le criminel. Des échantillons d'ADN ont dû être analysés pour comprendre à qui ils appartenaient réellement et s'ils pourraient aider à l'enquête. Pour cela, le matériel a été envoyé pour examen et ils attendaient les résultats, mais pour l'instant la police posait des questions. Le sang sur les chiens pouvait-il appartenir au propriétaire, ou les animaux dévoués combattaient-ils le criminel, protégeant la victime, et lui infliger des blessures qui leur ont coûté la vie. Les enquêteurs se sont demandé comment le criminel était resté indemne après avoir tué une femme et s'être battu avec des chiens. À en juger par la quantité de sang sur les animaux, ils l'ont grièvement blessé, lui déchirant probablement le bras ou la jambe. Pour cette raison, l'agresseur devait avoir un saignement abondant, une plaie ouverte. Il est probablement allé à l'hôpital avec de telles blessures. Quoi qu'il en soit, le but de l'auteur n'était pas clair. Tellement imprudent, ou tellement détestant sa proie, qu'il ne prêtait pas attention au gros chien vivant avec la famille. Après avoir examiné la scène du crime, la police ne disposait pas encore de pistes concrètes pour obtenir plus d'informations. Il fallait attendre les résultats de l'examen. Entre-temps, tous les hôpitaux locaux qui auraient pu accueillir le tueur blessé ont été contrôlés. Plusieurs personnes suspectes qui se sont présentées avec des blessures se sont révélées non impliquées dans l'incident. Leurs blessures ne ressemblaient pas à des morsures de chien. Les détectives ont commencé à communiquer avec les résidents locaux dans l'espoir que l'un des voisins verrait une activité suspecte dans la maison du défunt ou d'un criminel en fuite, probablement blessé. Mais malheureusement, personne n'a rien remarqué d'inhabituel. En même temps, ils cherchaient un mobile. Le vol semblait peu probable, malgré la grande quantité d'objets de valeur dans la maison familiale. Seules manquaient les boucles d'oreilles en or et diamants que portait la victime au moment de l'attaque. Dans le même temps, d'autres objets de valeur restaient à leur place, intacts, même de l'argent, bien qu'ils soient bien en vue. Le voleur ne laisserait pas passer le profit. L'agresseur aurait-il pu délibérément s'en prendre à ses bijoux afin de les retirer du corps sans vie de Cathy? Bien sûr, il aurait pu être effrayé, ou il aurait simplement été trop traumatisé pour commettre un vol à part entière. Mais les enquêteurs pensaient que son objectif était complètement différent, puisqu'il n'y avait aucun signe de vol, les meubles restaient en place, les tiroirs et les étagères n'étaient pas retirés, leur contenu n'était pas examiné et n'était pas jeté par terre, comme le font habituellement les criminels. Une tentative de collecter rapidement tout ce qui a de la valeur et de le cacher. Par conséquent, les détectives ont commencé à rechercher un autre motif et ont envisagé différentes versions. Selon le médecin légiste, le meurtre de Cathy s'est produit entre 16h30 et 17h. Bien entendu, le premier suspect était Jerry, qui a découvert cette scène horrifiante. Cependant, son alibi semblait impeccable pendant cette période, l'homme était en service. Il s'est avéré qu'un grand nombre d'employés de l'entreprise l'ont vu au travail. De plus, il était absolument sain et sauf, ce qui était impossible après un contact avec les chiens. Juste au moment où les détectives voulaient rayer Jerry de la liste des suspects, une jeune femme inconnue est arrivée au domicile familial. C'était Joy Steele. La jeune fille est arrivée à la maison et s'est présentée comme la fiancée de Jeff. La police a été très surprise, car auparavant Jeffrey avait pleuré et était affligé, et ils ont observé une image amusante dans laquelle un homme, devenu veuf juste sur les lieux du meurtre de sa femme, était consolé par la soi-disant épouse, bien sûr, sa maîtresse, avec qui il entretenait une relation sérieuse à long terme. À la lumière de nouvelles circonstances, cette affaire a commencé à paraître plus suspecte.
Il s'est avéré que 7 ans après le début de cette relation, Kathy a appris les infidélités de son mari. Cependant, le couple n'a jamais divorcé, car Kathy n'aimait personne d'autre et ne voulait fonder une famille qu'avec Jeffrey. Pendant tout ce temps, Jeff a occupé une place spéciale dans son cœur. La jeune femme tenta de toutes ses forces de pardonner à son mari errant. Il lui a promis de mettre un terme à leur liaison, et finalement ils se sont réconciliés et ont continué leur vie ensemble, et tout cela s'est produit peu de temps avant la tragédie sanglante. Les détectives ont décidé que de tels triangles amoureux conduisaient souvent à des représailles brutales. Après qu'une nouvelle personne soit apparue sur les lieux du crime, Joe Steele a été ajouté à la liste des suspects. Les détectives ont décidé de ne pas se précipiter pour exclure le mari de la victime de la liste des suspects, car il avait de fortes raisons de se débarrasser de son agaçante épouse. Il n'a pas nécessairement tué Kathy lui-même, l'homme aurait pu convaincre quelqu'un de le faire. Une autre question intéressante à laquelle la police devait répondre était de savoir pourquoi l'agresseur n'avait pas peur de s'introduire par effraction dans la maison, qui était sous la protection de 3 chiens à la fois. En plein jour, la police a trouvé un 3e animal dans la pièce, le chien était enfermé dans l'une des pièces et s'est avéré totalement indemne, ce qui semblait étrange dans le contexte des blessures graves des 2 autres chiens appartenant ou décédés. Ils ont été blessés, mais le chien de Jeff, le plus gros et le plus dangereux, n'a pas été blessé. Et il serait bien plus logique que le criminel rencontre d'abord d'autres chiens. Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer la femme malgré la présence de 2 gros animaux? Le criminel la détestait-il vraiment au point de décider de détruire tout ce qu'elle aimait? Les enquêteurs ont dû répondre à toutes ces questions. Pendant ce temps, l'un des détectives interrogeait sur place la maîtresse de Jeff, Joy Steele. La jeune fille a parlé de projets d'avenir, parmi lesquels un veuf. Il prévoyait de partir après un certain temps, Geoffrey prévoyant de quitter Kathy. Joy avait également un alibi fiable, elle se trouvait à ce moment-là sur son lieu de travail au restaurant, ce qui a pu être confirmé par des dizaines de personnes. Il n'y avait également aucune blessure sur son corps. Dans le même temps, Jeff lui-même a nié être fiancé à Joy et a affirmé qu'ils avaient rompu il y a longtemps. Bien que le couple suspect ne puisse pas être directement lié au massacre en raison d'un alibi et de l'absence de blessures, il n'était pas pressé de les rayer de la liste des suspects, compte tenu de toutes les circonstances fatales de la situation actuelle. Ils avaient un motif sérieux pour planifier le crime et embaucher un tueur à gages. L'enquête s'est poursuivie, les détectives se sont concentrés sur l'identification des ennemis potentiels et des méchants du défunt, mais personne de l'entourage de la victime n'a pu les nommer, à l'exception de son mari. Déjà à midi le même jour, un autre suspect est apparu, qu'il a désigné comme veuf. Il s'est avéré que Jeffrey avait une autre maîtresse nommée Lisa. Quelques semaines avant le meurtre, le mari de Lisa, Ray, a surpris sa femme avec Jeffrey. Il est rentré tôt du travail et l'a trouvé assis sur le canapé sans chemise, après quoi il l'a expulsé de force de la maison. Le lendemain, Ray a appelé Jeffrey et l'a menacé de violence s'il s'approchait d'eux. Selon Jeffrey, Ray était un suspect avec un grand potentiel, agressif et doté de fortes motivations. Cependant, dans cette affaire, le choix de la victime était confus. Pourquoi a-t-il dû tuer la femme de Jeffrey? Après tout, elle ne lui avait rien fait de mal et était tout autant victime que lui de cette situation. Mais le veuf a continué à blâmer Ray pour tout. L'homme pensait qu'il était venu à la maison pour mettre à exécution une menace contre Jeffrey, mais il n'était tout simplement pas chez lui. Mais il y avait là une femme et des chiens qui auraient pu attaquer Ray. Au milieu de la lutte, Kathy a rejoint la mêlée. Par conséquent, l'agresseur n'avait tout simplement pas d'autre choix, il s'est débarrassé d'eux comme témoins indésirables. Cette version n'incluait pas l'ultraviolence dont le tueur avait fait preuve envers sa victime, ses blessures étaient d'une cruauté effrayante, qui ne correspondait pas du tout à l'image d'un crime accidentel, mais ressemblait à un crime délibéré et haineux. La police a commencé à s'occuper de leur 2e maîtresse, Lisa. Malgré les menaces de son mari, elle a continué à maintenir le contact avec Jeffrey. Cela a été prouvé par les données de leur téléphone portable, le couple s'appelait et correspondait régulièrement, discutant notamment au moment du massacre de la victime. Lisa et Ray ont également été contrôlés, mais tous deux avaient un alibi, qui a été confirmé et semblait incontestable, les corps étaient sains et saufs. Finalement, ces 2 personnes ont été rayées de la liste des suspects, mais il a été décidé de vérifier la géolocalisation des appareils mobiles des amoureux. Étonnamment, l'appel entre Lisa et Jeffrey a eu lieu quelques minutes après le meurtre présumé, et le téléphone portable de l'homme se trouvait près du domicile familial.
La police était très préoccupée par cette situation, car cela signifiait que l'homme n'était pas au travail lorsqu'il a répondu, ce qui contredisait la déclaration antérieure du veuf. De plus, le chien de Jeff n'a étonnamment pas été blessé, ce qui ne semble pas non plus être accidentel. L'animal a été soigneusement examiné et les médecins légistes ont collecté des éléments ADN sur son visage et ses pattes. Le chien de Jeff n'avait pas seulement des taches, mais aussi des empreintes de mains. Le sang a été analysé et a révélé qu'il appartenait à la victime. Cela signifie que le criminel a amené le chien dans la maison après l'attaque de Cathy, lorsqu'elle a été blessée ou même décédée. Pourquoi alors le criminel n'a-t-il pas emmené les 2 autres chiens là-bas également? Ces 2 animaux ont été tués. J'étais intéressé par les résultats de l'examen des traces sur les animaux morts. La police pensait que l'ADN du tueur était présent sur leur visage et leurs pattes. Cependant, l'examen a réfuté ces hypothèses, il s'est avéré que les traces de sang n'appartenaient pas à une personne, c'était parce qu'elle se mordait. En comparant tous les nouveaux faits, les détectives ont pu reconstituer une image approximative des événements de cette journée fatidique. Quelqu'un est entré par effraction dans la maison et y a trouvé Cathy, qui était sous la protection de 3 gros animaux. Il a pris un objet lourd et a commencé à frapper la femme à la tête, mais à ce moment-là, le criminel n'a pas été attaqué par 2 chiens, qui ont également été grièvement blessés et sont morts. Même lorsque le tueur les battait, il subissait docilement les coups, mais n'attaquait pas le tueur. Et le 3e chien ne combattait pas le criminel. Elle essayait de le protéger des 2 autres chiens. Cela semblait très douteux. Pour comprendre comment cela est possible, la police s'est tournée vers des maîtres chiens. Selon les experts, ce comportement des animaux n'avait qu'une seule raison, les chiens qui n'ont pas résisté à l'agresseur le connaissaient très bien et le considéraient comme leur ami. Par conséquent, ils n'ont pas poursuivi cet homme, mais se sont plutôt attaqués. En effet, des marques de morsures d'autres chiens ont été retrouvées sur leur corps. Ainsi, les enquêteurs sont arrivés à la seule conclusion logique, seul Jeffrey lui-même, propriétaire du chien survivant, aurait pu attaquer Cathy. De plus, selon les données de géolocalisation de son téléphone, l'homme se trouvait à proximité de la maison, ce qui a également confirmé leur supposition. Cependant, tout cela n'était qu'une preuve circonstancielle, et il était encore loin de pouvoir engager des poursuites. Entre les mains des policiers, il n'y avait qu'un seul témoin du massacre, qui ne pouvait pas parler. C'était un chien. Jeffrey a dû approfondir les détails de la vie personnelle du couple et comprendre ce qui aurait pu le pousser à tuer sa femme. Il s'est avéré que des écarts assez importants sont récemment apparus dans le bien-être financier de la famille, et ces problèmes ont affecté le mari. Quelques années avant ces événements, l'ancien employeur de Jeff l'avait surpris en train de voler une grosse somme d'argent, environ 30 000 $. L'homme n'avait pas encore dépensé le montant et a accepté de restituer l'argent ainsi que de verser une indemnité de 20 000 $. Après cela, la police a analysé les activités du principal suspect. Il s'est avéré que travailler sur une dépanneuse rapportait peu de revenus, à peine suffisants pour les besoins du ménage. Et il dépensait aussi de l'argent en maîtresse. Les revenus de sa femme étaient bien plus élevés, mais il ne voulait pas lui parler de ses problèmes. Jeff a été décrit comme ayant peu de capacité commerciale. Il n'était pas stupide, mais ce n'était pas non plus un génie. Ses revenus étaient modestes, le montant de l'indemnisation est donc devenu un problème sérieux pour le héros de l'histoire. Il n'y avait rien pour la payer bien que l'homme et sa femme vivaient dans une zone réservée aux riches, il n'a jamais pu restituer cette somme. Pendant longtemps, Jeff cherchait des moyens de gagner de l'argent supplémentaire ou la possibilité d'obtenir un prêt. Cependant, tout cela a été vain et le montant de l'indemnisation s'est avéré inabordable pour lui. Apparemment, après cela, il s'est rappelé qu'il était le seul bénéficiaire de la police d'assurance vie de Cathy. En même temps, nous parlions d'un montant plutôt modeste. Seulement 29 000 $, qui a servi à protéger la vie de la femme. Cependant, selon la police, cela suffisait à résoudre toutes les difficultés de Jeff et même à rester dans le noir. Après cela, la police a confisqué les vêtements de l'homme dans lesquels il les avait rencontrés le jour du massacre. Cependant, lors d'un examen rapide, les criminologues n'ont pu y trouver aucune trace de sang ou autre ADN du défunt. Le suspect portait des vêtements sombres et il est évident qu'il n'est pas du tout facile de chercher du sang sur un tel tissu. Ensuite, les experts ont décidé d'examiner littéralement chaque millimètre de choses au microscope. Au grossissement 60x, plusieurs petites gouttes rouges ont été trouvées à l'intérieur du gant.
Les experts légistes étaient sûrs qu'il s'agissait de sang et celui-ci pénétrait profondément dans les fibres du tissu, ce qui indiquait la présence d'éclaboussures volant à grande vitesse. Cette image correspondait à la nature des blessures du défunt. Ou alors ils étaient là lorsque l'homme changeait de vêtements avec désinvolture et n'a pas remarqué la tache. Les tests ADN ont montré que le sang appartenait à Cathy. Une telle image ne pourrait pas être le résultat d'un contact accidentel. Si le mari avait simplement trouvé le corps de Cathy et essayé de l'aider, les taches auraient été à l'extérieur, mais pas à l'intérieur et pas sous la forme de telles gouttes. Cependant, une surprise encore plus grande attendait les détectives lors d'un examen détaillé des autres affaires de l'homme. Dans la poche d'un de ses pantalons, une boucle d'oreille en or avec un diamant a été trouvée, qui, selon son témoignage, aurait été volée lors de l'attaque. Évidemment, il a lui-même pris ces objets pour la mise en scène et avait peur de s'en débarrasser tout de suite, pour ne pas être exposé au prêteur sur gage. Pour compléter le tableau et rendre les preuves plus convaincantes devant le tribunal, la police avait besoin d'une arme du crime. Cependant, malgré tous les efforts déployés par les enquêteurs, ils n'ont pas réussi à le retrouver. 2 mois se sont écoulés dans cet état. Le parquet avait établi un lien incontestable entre le tueur et la victime. Au bout de 2 mois, l'un des employés de l'entreprise où travaillait Jeff a trouvé un levier hexagonal sur le toit du bâtiment, que l'on retrouve habituellement dans la trousse à outils des dépanneuses. Ceux-ci étaient utilisés par tous les employés de l'entreprise, puisque l'organisation les distribuait comme équipement standard. Mais la différence entre cette monture particulière était la présence d'une grande quantité de sang à la surface. Cette découverte a été immédiatement signalée à la police. Jeff avait accès à ce site et n'était pas non plus en mesure de montrer sa propre monture depuis la machine de travail, affirmant qu'il l'avait perdue. On a immédiatement supposé qu'il s'agissait de son outil et qu'il avait caché ici l'arme du crime. La monture est allée au laboratoire. Ici, les experts ont pu comparer la géométrie de la buse et les marques d'impact sur la tête de Cathy. Il s'est avéré qu'elles étaient complètement identiques, à cela s'ajoute le sang de la victime, ce qui a été confirmé par l'analyse. Jeffrey a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Il savait déjà qu'il s'était plaint à plusieurs reprises de son mariage raté avec des amis. Selon Jeffrey, Cathy était complètement incapable de s'occuper de la maison et du ménage, ce qui a provoqué sa colère. En même temps, il ignorait le fait que les finances de la famille dépendaient d'elle. La femme a travaillé dur pour subvenir aux besoins de toute sa famille et payer son hypothèque coûteuse, elle n'a donc pas eu le temps de garder la maison en parfait état. En même temps, il y avait toujours des tas d'ordures dans sa voiture, mais Jeffrey était toujours en colère contre elle. L'homme a parlé à plusieurs reprises à ses amis de la rupture de cette relation, et plusieurs connaissances de la famille ont immédiatement signalé son intention de divorcer. En fait, c'était un raté, incapable d'organiser des activités normales et incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Il ignorait complètement la réalité de ses nombreuses infidélités, ce qui déplaisait à son épouse. Elle était au courant de certains de ces épisodes du mode de vie sauvage de son mari. Cathy elle-même s'est plainte à plusieurs reprises auprès de ses amis et connaissances de son mari, mais n'a pas pu rompre avec lui, car elle l'aimait tellement. Selon ces personnes, elle aurait poursuivi la relation avec Jeffrey, toléré et aplani tout en restant mécontente de son comportement. Pourquoi le meurtre s'est-il révélé être une meilleure solution qu'une procédure de divorce? Il était évident que Geoffrey avait besoin d'argent. Il a beaucoup souffert de son propre crime lorsqu'il a volé de l'argent au travail. Le règlement de 20 000 $ a porté un coup dur à ses fiances. S'il avait demandé le divorce, cela aurait été lourd de partage des biens, de perte de sa maison, mais il n'avait rien d'autre. En effet, en cas de divorce, Cathy le laisserait tout à fait légitimement sans rien. Par conséquent, faites face à votre femme et remboursez la dette avec le produit de l'assurance. Bien sûr, il resterait un tiers du montant, mais l'homme envisageait d'utiliser ces fonds pour commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. Certes, il a promis de faire cela à ses 2 petites amies, Lisa et Joy. Qui Geoffrey allait choisir restait un mystère. Compte tenu des informations découvertes au cours de l'enquête, les détectives ont complété le tableau du crime. Ce jour-là, alors qu'il était au travail et sur le point de tuer sa femme, il s'est rendu dans une station-service à bord d'une dépanneuse sous prétexte de devoir faire le plein de sa voiture. Le fait de son excommunication du lieu de travail a effectivement été enregistré. En fait, à ce moment-là, il rentrait chez lui et attendait que sa femme revienne du travail. Il n'était pas nécessaire d'attendre longtemps, puisqu'il connaissait sa routine quotidienne.
Ici, au chapitre 7, il a battu un chien à mort avec un démon de pneus. Mais le mari de Ned les connaissait bien et les traitait comme un maître. Cependant, dans cette agitation, les animaux ont commencé à se comporter de manière agressive et à se battre les uns contre les autres. Pour arrêter cette bagarre, Jeff a frappé chacun des chiens de sa femme à la tête, mais n'a pas touché son animal de compagnie, l'a emmené dans la pièce et l'a verrouillé. Après cette histoire, il a enlevé les boucles d'oreilles en diamant de sa femme, car il allait monter le tout comme un vol. Jeff s'est débarrassé de certains de ses vêtements. Il a enlevé sa chemise et ses chaussures, mais pas la totalité de la tenue qu'il portait au moment du massacre. Il n'a probablement pas remarqué la tache sur son gant. Grâce à cela, les médecins légistes ont pu détecter de minuscules gouttes de sang sur les vêtements et relier tous ces faits entre eux. Tout cela aurait pu échapper à la police s'il n'y avait pas eu un seul oubli dans le plan criminel idéal. La maîtresse a appelé à un moment où Jeffrey n'était pas loin de la maison et son téléphone a indiqué l'emplacement. Il se précipitait déjà, mais n'avait pas le temps. Finalement, Jeffrey est arrivé à la gare, où il s'est débarrassé du pied de biche avec lequel il a mené l'attaque, mais pas de manière assez fiable, puisqu'il l'a simplement jeté sur le toit d'une des dépendances de l'entreprise. Le criminel naïf ne l'a même pas lavé, il croyait simplement que l'outil ne serait jamais découvert. Cependant, cela n'a pris que 2 mois. Un procès était en cours, qui a déclaré Jeff coupable de meurtre au premier degré, motivé par des problèmes financiers, qu'il entendait résoudre en obtenant une assurance pour la vie de sa femme. Les procureurs ont présenté une multitude de preuves reliant l'homme à la scène du crime, à l'arme du crime et à la victime. Ces nombreuses empreintes digitales ont été retrouvées sur le pied de biche, dans la maison, sur le corps du défunt, et des taches de sang de la victime ont été retrouvées sur ses vêtements. Il a mal organisé le vol et n'a même pas été en mesure de cacher complètement l'arme du crime et les boucles d'oreilles. De nombreux témoins ont parlé de problèmes familiaux. Cathy continuait d'espérer le rétablissement des relations avec son mari, elle souffrait beaucoup de ses infidélités, puisqu'elle aimait sincèrement son mari. Elle s'en fichait qu'il ne gère pas bien la partie financière, était prête à subvenir aux besoins de toute la famille. Par-dessus tout, la femme voulait l'amour et la compréhension. Malheureusement, Jeff n'avait pas l'intention d'entamer une relation avec ses maîtresses, mais préparait un plan de représailles, après la mise en œuvre réussie duquel il était censé recevoir 29 000 $. On supposait que la maîtresse de Jeffrey, Joy, était au courant de ses projets. Ironiquement, c'est elle qui a mis en doute le témoignage du veuf. Elle savait que son amant irait tuer sa femme, après quoi il promettait de commencer une vie commune, ce qui faciliterait le paiement de la dette liée au délit, ainsi que les 9 000 $ qui devaient rester après. Cependant, la preuve la plus précieuse était les traces de sang sur la fourrure du chien. Bien que les chiens n'aient pas attaqué le criminel, ils ont peut-être fait preuve d'hostilité à son égard, ce qui a provoqué l'agression du plus gros des chiens, qui appartenait à Jeff. Cependant, même ce chien n'était pas assez fort pour affronter 2 animaux. Les chiens de Cathy n'ont jamais pu protéger leur propriétaire de son vivant. Elle a subi de nombreuses blessures contondantes à la tête, qui lui ont été mortelles. Alors que le bruit et l'agitation commençaient, dans un accès de colère, Geoffrey frappa chacun de ces animaux. Peut-être n'avait-il pas l'intention de les tuer, mais sa conscience ne le tourmentait pas. Lors des audiences, la défense a tenté de jeter de la boue sur le nom du veuf, mais aucun témoin n'a pu le faire de manière convaincante. Jeff n'a jamais été travailleur ni intéressé par le travail, comme le disaient ses patrons et ses collègues. L'homme effectuait simplement des tâches standards et recevait son argent en échange. Il ne recherchait rien de plus pour mériter une bonne caractérisation. Dans la vie de famille, il était également loin d'être le meilleur mari, puisque de nombreux faits d'infidélité, dont l'épouse décédée était au courant, étaient prouvés. Son mode de vie sauvage n'était pas un secret pour ses amis et sa famille, mais c'est sa femme qui en souffrait le plus. L'un des témoins a déclaré que Jeff lui avait avoué un jour son désir de tuer Cathy afin de ne pas partager de biens avec elle, mais le témoin a ensuite pris ces mots comme une blague. Lorsqu'il n'a pas réussi à le présenter sous un meilleur jour, l'avocat a changé de tactique. Il essayait désormais de trouver des failles dans la stratégie de l'accusation. Cependant, il était tellement élaboré et étayé par de nombreuses preuves matérielles qu'il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Selon l'avocat de la défense, Jeff était loin d'être le seul candidat au rôle de l'assassin de Cathy. L'avocat a estimé que la police n'avait pas consacré suffisamment de temps à étudier d'autres coupables possibles, mais a immédiatement concentré tous ses efforts sur la preuve de l'implication de Jeffrey. En fait, ce n'était pas le cas.
Les enquêteurs et les procureurs ont démontré que des dizaines de personnes ont été interrogées. Plusieurs suspects figuraient sur les listes et tous ont été soumis à un examen minutieux. Grâce à cela, toute personne inapte a pu être éliminée sur des bases convaincantes. L'accusation a avancé que l'agresseur avait un double motif, outre le fait qu'il pouvait résoudre ses difficultés financières grâce à une police d'assurance vie. Il pouvait enfin se débarrasser de son agaçante épouse et commencer à vivre avec l'une de ses maîtresses. De plus, il s'affranchissait de tout risque de perte de ses biens ou le partage des biens acquis en commun lors d'un divorce. L'accusation pensait également que Lisa connaissait les projets de son amant, qu'elle le soutenait et qu'elle attendait un appel avec un rapport sur le travail effectué. C'est pourquoi j'étais en contact avec lui pendant le crime. La femme n'était pas assez maître d'elle, elle a donc été la première à composer le numéro de téléphone de Jeffrey, se trahissant et fournissant à la police un indice important. La probabilité de l'implication des maîtresses dans la planification et l'organisation du massacre a été vérifiée, mais elles n'ont pas été impliquées. Malgré ces convictions, ils ont clairement soutenu le criminel, même s'ils auraient dû informer la police de ses plans diaboliques afin d'empêcher le meurtre. D'une manière ou d'une autre, il n'a pas été possible de prouver la culpabilité ou l'implication des maîtresses devant le tribunal, et elles n'ont subi aucune sanction. En septembre 2006, Jeffrey a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'elle accompagnait le veuf en prison, Lisa a fondu en larmes au palais de justice à l'annonce du verdict. La famille du défunt estime que la décision du tribunal est juste. Selon la mère de Cathy, Jeff devrait croupir derrière les barreaux pour le reste de sa vie. C'est tout pour aujourd'hui, j'étais content de voir tout le monde, de vous revoir.